Bienvenue, les titres de ce journal. 4 débats de haut niveau organisés, 5 résolutions adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Ce sont quelques moments forts de la présidence ivoirienne au Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans ce journal, le bilan et les précisions du ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amontano. Quels sont les grands chantiers prévus par le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur pour l'année 2019? Le ministre Albert Mabry-Touakeus a donné récemment des précisions. C'était lors d'une visite à l'école normale supérieure d'Abidjan. Enfin, vers un recomptage des voix en République démocratique du Congo, les politiques réagissent aujourd'hui à l'appel de la communauté de développement d'Afrique australe. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Un mois de présidence ivoirienne au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Côte d'Ivoire a présidé l'organe exécutif onusien durant tout le mois de décembre 2018. Alors, quel bilan peut-on faire de cette présidence ivoirienne? Quels sont les points de satisfaction, mais aussi d'amélioration? Des précisions dans cette interview de Marcel Amontano, ministre ivoirien des Affaires étrangères. Il est au micro de Michel Digré. Présider le Conseil de sécurité, c'est très important parce qu'il y a un certain nombre de thématiques sur la table. Le premier débat de haut niveau, qu'on appelle le débat présidentiel, que son Excellence le Président de la République a présidé le 5 décembre, a posé le problème suivant. L'importance du lien entre la sortie de crise réussie et le développement économique et social. Vous savez que l'ONUCI est ce qu'on appelle maintenant dans le système des Nations Unies une success story. C'est l'une des rares missions des Nations Unies qui est fermée. Si vous prenez un pays comme la RDC, ça fait 54 ans à peu près que la RDC a une mission des Nations Unies. Celle de Côte d'Ivoire a fermé au bout de 13 ans. Ça paraît long, mais quand vous comparez à celle de la RDC, c'est un succès et elle a fermé. Beaucoup de gens étaient sceptiques sur la capacité de la Côte d'Ivoire à se substituer aux Nations Unies, aussi bien à la police des Nations Unies qu'à la mission d'une manière générale, mais ça s'est fait et ça se fait dans de très bonnes conditions. La paix et la sécurité règnent dans notre pays et c'est cette expérience que le président a voulu partager avec le monde. Alors, l'un des principes majeurs auxquels vous teniez au cours de cette présidence, c'était la recherche de la paix seulement par le dialogue. Est-ce que ce principe a été respecté tout au long de ce mois? Mais vous savez, nous, on a reçu un vaccin de Fauboigny, hein? C'est le dialogue au service de la paix. On a toujours été dans cette posture, ça nous a parfois provoqué quelques inimitiés, mais le président de la République a été ferme. Il m'a dit, Marcel, toute résolution qui peut déboucher sur un conflit ou encourager des belligérances, on ne s'y associe pas. En définitive, êtes-vous satisfait de la présidence de la Côte d'Ivoire pour ce mois de décembre-là? Préparer une présidence d'un pays, au Conseil de sécurité, c'est pas facile. Ça a été une expérience haletante, intéressante. Je crois qu'on a réussi. Je le dis à cause des retours que nous avons. Des membres permanents et non permanents qui nous ont félicités. Des pays membres de l'Organisation des Nations Unies, beaucoup nous ont félicités. Et j'ai donné des éléments objectifs. Hein. Je vous dis, la moyenne de résolution par mois de présidence, c'est 4,5 quand on fait une moyenne. On a fait adopter 5 résolutions, dont 3 à l'unanimité, 2 par consensus. Disons que moi, je suis à la tête d'une équipe. C'est toujours un travail d'équipe. Et c'est vrai que j'ai été très honoré que le président, à 2 reprises, je crois, face aux diplomates d'abord, et puis ensuite face aux hommes d'affaires, nous ait félicités.
On va à présent s'intéresser au PRADEF, programme régional d'appui à la décentralisation financière en Afrique de l'Ouest. Ce mécanisme de financement de 3000 collectivités territoriales a été présenté récemment par les élus locaux de l'espace UEMOA. Des travaux en marge de la célébration du 25e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les explications de Mamadou Kouassi. Janvier 1994, janvier 2019, 25 ans déjà que l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, œuvre pour l'amélioration du climat des affaires, mais aussi pour une meilleure condition de vie des populations. Pour ces noces d'argent, il est question de faire une pause et de relever de nouveaux défis, notamment la sécurité et les changements climatiques. En 1994, de temps en temps, il y avait de la sécheresse, là, des inondations par ailleurs. Mais jamais nous n'avons connu une situation aussi constante d'agression sur les climats, l'érosion côtière, etc. Là aussi, nous devons résoudre ces problèmes-là de façon nationale, mais aussi de façon régionale. Quand vous prenez l'érosion côtière, c'est de Dakar pratiquement jusqu'en Angola, c'est au-delà même de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les élus locaux membres du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA mettent en œuvre le PRADEF, Programme régional d'appui à la décentralisation financière en Afrique de l'Ouest, un mécanisme pour financer le projet de développement communautaire pour les 3000 collectivités de l'espace UEMOA. Ce programme répond à des exigences de performance des collectivités territoriales et surtout des attentes des populations. Il vient avec le mécanisme communautaire de financement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA apporter des instruments concrets aux gestionnaires de cités. Lors de la cérémonie de présentation de ce programme, le commissaire Paul Kofi, représentant le président de la commission de l'UEMOA, a appelé les partenaires au développement à soutenir ce projet, financé en grande partie par la coopération suisse. Préoccupation prise en compte par ses partenaires techniques qui décident de s'engager à accompagner ce programme. Le niveau local joue un rôle essentiel dans le développement des pays, d'où la nécessité de doter les collectivités territoriales des moyens nécessaires pour offrir des services sociaux de base de qualité, impulser le développement économique local et faire face aux défis de paix et de sécurité. Le ministre d'État nigérien en charge de l'intérieur et de la sécurité soutient œuvrer pour la mise en route effective de ce programme pour faire l'intégration africaine une réalité. Le PRADEF est un programme qui plaide pour un taux de 20% comme subvention dédiée aux collectivités territoriales. Il s'agit également de permettre aux collectivités territoriales de rechercher des capitaux sur les marchés publics tout en renforçant les partenariats privés-publics. Un tout autre sujet à présent, quelles sont les difficultés et besoins de l'école normale supérieure d'Abidjan? Le ministre de l'enseignement supérieur a visité récemment l'ENS, l'occasion pour Albert Mabry-Touakeus d'annoncer les grands chantiers de l'enseignement supérieur ivoirien pour l'année 2019. On fait le point avec Astou Touré. L'enceinte de l'école normale supérieure, ENS, reçoit la grande famille de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Occasion pour Albert Mabry-Touakeus, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'échanger sur les grandes articulations des projets qui vont meubler l'année 2019. La concertation nationale est quelque chose d'essentiel pour nous. C'est, je crois, le point de départ de tout ce que nous ferons, puisque ça va nous permettre de nous asseoir avec l'ensemble des acteurs pour nous mettre d'accord sur le chemin à emprunter. Ensuite, nous avons évidemment une série de chantiers. La décentralisation des universités se poursuit. Nous avons posé la première pierre de l'université de San Pedro. Les travaux vont démarrer. La première pierre de l'université de Bondoukou va être posée d'ici le mois de mars. Autre projet essentiel, l'évaluation des diplômes de l'enseignement supérieur, notamment le système LMD. Au niveau de la recherche scientifique, des actions majeures sont également prévues. Terminer les travaux du laboratoire P4 est livré. Nous serons le deuxième du genre en Afrique. Je voudrais également indiquer que le projet WAVE va rentrer dans son action pour la lutte contre tout ce qui est maladies épidémiques, notamment au niveau des végétaux. Je voudrais également dire que nous continuerons notamment d'évaluer le système LMD et de faire la réforme du BTS. Le ministre a également lancé un appel aux associations estudiantines pour le maintien d'un cadre de paix.
2019, une année de grands chantiers également pour le ministère des Mines et de la Géologie. La feuille de route de ce département indique qu'il faut porter le poids dans le produit intérieur brut de 2% à 4% d'ici à 2020. Les précisions de Noé Gnagno Sakalou. Les mines et la géologie, de nouvelles composantes de l'économie ivoirienne, un département ministériel leur est consacré depuis juillet 2018 avec pour principal objectif porter le poids de ce secteur de 2%, aujourd'hui à plus de 4% du produit intérieur brut d'ici à 2020. Jean-Claude Kouassi, le locataire du 22e étage de l'immeuble Postel 2000, a pris l'engagement avec son cabinet, ses collaborateurs, les responsables des structures sous tutelle, les illustres anonymes de son département ministériel de Tennis et Paris, avec une seule préoccupation, agir. Agir en 2019, pour nous, c'est améliorer la gouvernance dans le secteur des mines en adoptant un document de politique minière et son plan d'action stratégique. Agir, c'est réaliser l'infrastructure géologique en vue d'améliorer notre connaissance géologique et la compréhension des phénomènes liés au sol, au sous-sol et à notre plateau continental. Agir, c'est promouvoir la recherche et l'exploitation minière en accélérant le traitement des demandes de titres et d'autorisation dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Comme pour joindre l'acte à la parole, 2 commissions interministérielles de portée stratégique ont été installées. L'une, la CIM, ou Commission interministérielle des mines. Elle va favoriser la relance des procédures d'attribution des permis de recherche et d'exploitation minière aux opérateurs ayant satisfait aux critères d'octroi. L'autre, la CISE, Commission interministérielle des substances explosives. Elle va permettre l'examen et l'attribution des agréments pour l'ouverture et l'exploitation des dépôts de substances explosives. Les autres actions de 2019 porteront entre autres sur la répression de l'orpaillage clandestin et la promotion du contenu local afin d'accroître la part des nationaux dans la chaîne des valeurs des activités minières. Le réchauffement climatique, toujours au cœur des préoccupations. Ce sujet sera débattu lors de la 2e journée africaine de l'écologie et des changements climatiques. Des experts africains vont ainsi partager leurs expériences et expertises à Abidjan du 18 au 22 mars prochain. Les précisions de Issaïéo. L'Afrique émet moins de gaz à effet de serre. Malheureusement, c'est le continent qui subit le plus les effets du réchauffement climatique, selon les experts de l'environnement. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Depuis l'année dernière, des journées africaines de l'écologie et des changements climatiques, JIFAC, ont été initiées pour sensibiliser l'opinion. Nos parents, dans les villages, continuent de souffrir, de payer le lourd tribut de la destruction de nos forêts, de la perte de notre biodiversité. Il est temps que des initiatives puissent aller sur le terrain. Il y a beaucoup de bonnes pratiques qui existent au Burkina, au Mali, au Bénin. Pourquoi aller chercher si loin ce qui se trouve si près, chez nous en Afrique? Donc l'idée pour ces journées, c'est de partager les expériences. Nous sommes un pays qui a une vision, qui a une stratégie qui a été mise en place avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, nous voulons partager avec nos frères de Côte d'Ivoire cette belle expérience. La Côte d'Ivoire reste disposée à prendre sa place dans la lutte contre le changement climatique, selon le ministre Kabagnali et le professeur Seka Seka. Le gouvernement a décidé d'intégrer fortement l'ensemble des exigences environnementales, énergétiques, écologiques, forestières dans ses plans nationaux de développement. De plus, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, a entrepris un ensemble d'actions visant à réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. La Côte d'Ivoire a affiché ses ambitions en vue de l'atteinte des objectifs de développement durable au niveau national à travers 4 actions, à savoir l'amélioration de sa gouvernance climatique et environnementale, fondée notamment sur notre contribution déterminée au niveau national, l'enclenchement du processus de création d'un fonds national climat, l'adoption d'un plan national d'adaptation au changement climatique, la mise en place
d'un système de qualité des données et des indicateurs de prise en compte de l'environnement dans les futurs plans nationaux de développement. Les deuxièmes journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont prévues du 19 au 22 mars prochain à Abidjan. Au chapitre santé, 150 kits d'hémodialyse pour les enfants malades du rein et internés au centre hospitalier universitaire de la commune de Yopougon. C'est un don de l'organisation non gouvernementale dénommée Les Zinzins du Bonheur. Les détails dans ce reportage de Astou Touré. Un laboratoire entièrement réhabilité, 150 kits de dialyse et des kits alimentaires destinés aux petits malades du service de néphrologie pédiatrique de Yopougon. Ce don, d'une valeur de plus de 17 millions de francs CFA, est une initiative de l'ONG Les Zinzins du Bonheur, une organisation caritative qui a pour but d'aider les démunis. Les malades du rein, surtout les enfants, c'est une catastrophe. Donc, il était bon pour nous, en tant que Zinzins du Bonheur, qui apportons la joie, de mettre la lucane, en fait. C'est ça aussi pour nous, de mettre la lucane sur cette pathologie-là. Et comme on dit, tant que vous n'êtes pas touché, vous ne savez pas que c'est un drame. Ce don de médicaments est bien apprécié par le directeur général du CHU de Yopougon, qui lance un appel aux bonnes volontés. C'est vraiment un appel que je lance à la population d'envoyer les enfants à l'hôpital dans un premier temps, d'envoyer les enfants à l'hôpital et de suivre strictement, n'est-ce pas, ce que les médecins, les pédiatres, les infirmiers, tout ce que les agents de santé prescrivent, il faut respecter cela à la lettre. Parce que c'est le non-respect de ces indications-là qui entraîne une insuffisance rénale chez l'enfant. Donc c'est un centre qui est à soutenir. L'ONG Les Zinzins du Bonheur sont à remercier et nous faisons un plaidoyer pour qu'ils étendent leur bonheur, n'est-ce pas, sur tous les services de ce CHU. L'insuffisance du matériel rend difficile la prise en charge des malades du rein, particulièrement chez l'enfant. Aussi, le service de néphrologie pédiatrique de Yopougon est le seul qui reçoit les enfants malades du rein en Côte d'Ivoire. Pour la dialyse, nous avons aujourd'hui, depuis 10 ans, 87 dialysés. Il faut dire que nous n'avons que 2 générateurs et qui ont été mis en place seulement depuis 2016, alors que nous existons depuis 2008. Donc 2 ans seulement d'activité et nous avons 87 dialysés que nous avons eus, dont 5 enfants qui sont actuellement dialysés de façon chronique. Le coût de la dialyse est jugé élevé par les populations qui plaident pour une subvention de l'État. Vraiment, c'est coûteux. Pour la dialyse, c'est 100 et quelques mille patients. Donc vraiment, nous en souffrons beaucoup. Nous demandons de nous aider pour sauver la vie de nos enfants. Ces médicaments permettront de soulager pour environ 3 mois 150 enfants. La paix, levier indispensable au développement de la Côte d'Ivoire. C'est le message clé de l'exposition des 25 œuvres d'art du peintre ivoirien Fico. Ce vernissage se déroule dans la commune de Cocody. On en parle avec Moustapha Diaby. Un mélange de peinture à huile, de pagne-kita, de bogolan, de cori ou de perles, le tout avec de la matière trouvée ça et là. Il s'agit du veau raffiné, une technique de présentation picturale développée par le peintre ivoirien Fico. Un savoir-faire qu'il utilise pour mettre en exergue sa volonté de promouvoir la paix à travers les tableaux de son exposition. Mon veau, il est raffiné, pourquoi? Parce que ce n'est pas un veau sale. En même temps que j'utilise ce qui a été jeté, j'utilise aussi de la bonne peinture, les peintures très coûteuses, l'acrylique de bonne qualité pour ajouter aux matériaux. Et c'est ce qui donne ça. Nous sommes devant le tableau, l'aigle vainqueur avec ses œufs. Et vous voyez la main d'un homme qui est ouvert sur l'aigle. C'est le symbole de l'hospitalité, mais pas l'hospitalité dans le désordre. Donc il faut que chacun sache que la paix est très importante pour toute la Côte d'Ivoire. Plusieurs adeptes de la peinture sont venus se ressourcer à ce vernissage. Parmi eux, des étudiants. La paix, la cohésion familiale sont entre autres les messages véhiculés par les tableaux. On peut utiliser n'importe quoi, on peut utiliser tous les éléments de la terre, de la nature pour créer. C'est ce qu'il essaie de faire, c'est original, quoi. Moi, je parle paix, moi j'aime la paix, moi je comprends que la paix est le début et la fin de toutes choses. Parce que sans paix, on ne peut rien comprendre, on ne peut rien construire. Je félicite notre cher artiste pour son œuvre
et aussi pour l'orientation qu'il a bien voulu donner à cette œuvre, à savoir la paix, la femme, l'enfant, la famille, qui sont les valeurs cardinales de toute société. Que la paix, sans une famille unie, sans un pays en paix, un pays où règne la cohésion, la solidarité et l'entraide entre les uns et les autres, qu'ils soient de différentes couleurs, races, religions, il faut que nous soyons ensemble, parce que ce n'est qu'ensemble et dans la paix que l'humanité évoluera. Ce sont au total 25 toiles qui seront exposées au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire du 10 janvier au 8 mars 2019. Voilà les précisions de Moustapha Diaby et Salima Toudia. À Niassué, sous-préfecture dans la région est du pays, la traditionnelle fête des Ignames a été célébrée récemment en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Bandama a appelé les filles et fils de la région à valoriser les richesses des peuples Ahuia et Ndénia. C'est un reportage de Eugène Atoubé. Des danses, des poignées de poudre blanche jetées dans l'atmosphère et aspersion de substances liquides dont seuls ils ont le secret, les comiens font redécouvrir leur puissance et leur pouvoir. Ces prêtres et prêtresses qui interviennent à chaque sortie du chef canton purifient et exorcisent l'espace physique et métaphysique d'Aniasoué, sous-préfecture du département d'Abengourou, région de l'Indénié-Guablin. Un rituel préalable au bon déroulement de tout grand événement et qui s'étend sur 7 jours. À Aniasoué, l'atmosphère est à la réjouissance et à la fête. La localité commémore le cinquantenaire de l'accession au trône de Nana Ano II, chef du canton d'Aniasoué. Avec joie et ferveur, les populations de cette localité qui constituent une partie du peuple Ahuia ont honoré leur régent. Il a communié avec son peuple venu massivement le féliciter pour son demi-siècle de règne. 50 ans, ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 50 jours. Nana Ano II, pour moi, personnellement, c'est mon père spirituel parce que c'est à côté de lui, je prends ma formation de chef. Moi, je n'ai rien à dire, tout simplement que Dieu lui donne longue vie. Vraiment, on est content. On est content, on est dans la joie. Depuis, ça fait 3 jours qu'on est dans la joie. On est très content. Nous les colons, pour que tout ce qu'il entreprend soit bien. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, invité spécial et parrain de cette fête anniversaire, a salué le sens élevé du devoir et de la responsabilité de celui qui a pris les rênes du pouvoir traditionnel à Niasoué le 15 juin 1968, après le décès de son prédécesseur, Nana Ano Kablan. Nous avons eu le privilège de fréquenter ce chef jusqu'il y a 12 ans. Quand nous venions ici, nous n'étions pas encore ministres. Et nous pouvons témoigner du sens du rassemblement, du sens de la cohésion que ce chef incarne. Je suis venu porteur du message du président de la République au roi et au chef à l'effet de continuer de jouer leur rôle, de rassembler les Ivoiriens et de consolider la paix. La commémoration du cinquantenaire du règne de Nana Ano II a été doublée de la fête dédiée à l'Igname. Un moment exceptionnel car chez les Agni Ahuia, la célébration de l'Igname vient chaque 7 ans. À cette période précise de l'année, le peuple Agni Ahuia honore ce tubercule dont les vertus nutritives ont permis à leurs ancêtres de résister aux épreuves lors de leur exode. La fête d'Igname marque le début d'une nouvelle année et reste une cérémonie à forte charge symbolique dans l'Ahuianou, autant qu'à Niasoué. La fête des Ignames, c'est la fête des fêtes, un pays à Caen, un pays à Agni. C'est une fête à la fois politique, esthétique, ludique, économique aussi, et religieuse. Religieuse parce que c'est l'occasion d'établir les contacts avec ceux qui nous ont quittés durant l'année. C'est aussi une manière de remercier Dieu de nous avoir maintenus en vie. C'est politique parce que c'est l'occasion pour tous les chefs du village de venir dans le chef-lieu et puis d'une manière monarchique faire allégeance au chef. C'est une fête ludique puisque toutes les danses sont là. C'est une fête à la fois ludique et culturelle aussi. À l'occasion de cette fête, nous sortons
le symbole du pouvoir, c'est-à-dire le bia. Le bia, c'est le symbole du pouvoir en pays Akan. Et enfin, c'est une cérémonie économique puisque c'est l'occasion de consommer la nouvelle igname, d'en offrir, de demander pardon et puis d'offrir son cœur pour la paix et pour l'année à venir. Au terme du rituel auquel se soumettent toutes les populations du canton d'Aniasoué, les nouvelles ignames jusque-là conservées dans leurs habitations respectives peuvent être consommées. Passé le caractère magico-sacré, la fête laisse découvrir son prolongement, sa face populaire. On se laisse aller, orgie et ripailles sont au rendez-vous. Personne ne boude son plaisir, car il faudra attendre encore 7 autres années pour revivre pareils instants d'émotion et de joie collective. C'est ainsi à Aniasoué. Cet autre canton du peuple Agni-Aïua, très lié à Ara, qui en est le siège, est établi sur le territoire des Agni-Ndénians et avec les populations de cette partie de l'Indénieux Guablin, ils partagent la même culture et les mêmes valeurs. Religion, 5 nouveaux prêtres et 2 diacres ordonnés pour l'église catholique Saint-André de Yopougon. Cette cérémonie s'est déroulée le 12 janvier dernier au sein de l'église. L'occasion pour l'évêque de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, d'inviter ses serviteurs du Christ à l'humilité et au dévouement. Les temps forts de cette cérémonie avec Issa Yeo. 5 prêtres de l'église Saint-André de Yopougon et 2 diacres provenant des communautés Mère Divine et des frères amigoniens, aptes à servir le Christ. Ils ont été investis de leurs attributs au cours d'une cérémonie d'ordination en présence de nombreux fidèles chrétiens. Louanges, prières et exhortations marquaient l'événement. L'évêque du diocèse de Yopougon, Jean-Salomon Lezoutier, a saisi l'occasion pour inviter les ordonnants à servir le Christ avec humilité et dévouement. L'humilité est une vertu difficile et qui mortifie notre moi, notre amour propre. Et Jean-Baptiste est le meilleur modèle que nous avons après Jésus-Christ dans le Nouveau Testament pour la pratique de cette vertu difficile. Alors, quand un homme dit « un homme sur la terre ne peut recevoir que ce qui lui est venu d'en haut », je crois qu'il dit tout. Et si nous arrivons à appliquer simplement ce théorème de Jean-Baptiste dans notre vie courante, je pense que beaucoup de palabres, beaucoup de discussions inutiles pourront être évitées. Un message bien reçu par ces serviteurs du Christ qui ont promis à leur tour de vivre en communion avec l'évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance. Cette cérémonie vient pour mettre fin à un chemin qui n'est pas sans difficulté. Et c'est la matérialisation, la concrétisation d'un appel. Et c'est pour ça que je suis animé d'un sentiment de joie. Le Seigneur m'a choisi pour être à son service. Comme le dit notre diacre, c'est le serviteur. Alors pour moi, le service, c'est un élément capital que le Seigneur nous a montré et qu'en tant que diacre, je dois aussi suivre ses pas. Les fidèles chrétiens ont marqué leur solidarité aux ordonnants en leur offrant de nombreux présents afin qu'ils soient au service de l'Église catholique et de l'évêque. Hors de chez nous, les réactions de la classe politique en République démocratique du Congo après l'appel de la communauté de développement d'Afrique australe. La SADC a estimé nécessaire hier un recomptage des voix. Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la première ministre Theresa May accentue la pression sur les parlementaires britanniques. Et enfin, la Turquie fait fi des menaces américaines. Ankara affirme qu'elle va continuer de combattre les miliciens kurdes soutenus par Washington. Le point avec Alexis Ouedraogo. Le président de la communauté de développement d'Afrique australe appelle à un gouvernement d'union en RDC pour rétablir la confiance ainsi qu'un climat de paix et de stabilité. Martin Fayoulou salue cette initiative qui pour lui permettrait de connaître le véritable vainqueur de la présidentielle. La coalition du président Kabila reste sceptique quant à cette proposition de gouvernance. Theresa May fait monter la pression sur les députés britanniques à la veille du vote déterminant au Parlement.
L'engagement de la première ministre britannique est d'éviter une situation catastrophique au pays qui quittera l'Union européenne le 29 mars prochain. Une sortie brusque de l'Union européenne serait dommageable pour les intérêts économiques des nations. Donald Trump maintient la protection américaine pour les Kurdes. Le président américain menace économiquement la Turquie pour qu'elle se tienne à l'écart de toute attaque contre leurs alliés kurdes. Cette sortie du président américain intervient environ un mois après le retrait des troupes américaines de Syrie. Merci à tous de votre attention.